Dites donc à ceux qui se croient trop prudents que la vie est comme la conduite automobile. On peut vous faucher en stationnement, de même qu'il y a des survivants d'accidents d'où le véhicule est irrécupérable. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV dans ce programme de présentation de l'ouvrage Livrotech avec le professeur René Joly Asako dans le cadre de son ouvrage, donc tout dernier ouvrage, Rhomboscopie existentielle, la vie et l'après-vie par la théorie des losanges. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci, professeur, de nous faire l'honneur d'être toujours avec nous. Chaque fois que nous sollicitons votre participation. Professeur René Joly Asako, vous êtes géographe. Oui. Vous vous intéressez depuis quelques années aux questions de géographie transcendante. Oui. Vous êtes d'ailleurs fondateur de l'école scientifique éponyme. Oui. Éponyme. Vous avez par ailleurs un ouvrage publié à cet effet, et en imaginant certainement que celui-ci est dans la continuité du précédent, d'une façon ou d'une autre, parce qu'il aborde également des aspects immatériels de la vie. Alors, la rhomboscopie existentielle. Je suis géographe, bien entendu, mais un géographe un peu atypique, un géographe qui ne s'intéresse pas qu'à la géographie comme discipline, mais un géographe qui se pose aussi des questions sur la vie. Sur sa vie d'abord, sur la vie en société, sur la vie de façon générale. Voilà pourquoi vous voyez pour ce livre, Rhomboscopie existentielle, et le sous-titre c'est la vie et l'après-vie par la théorie des losanges. Rhomboscopie, de quoi il est question? La rhomboscopie, c'est un néologisme, c'est un substantif composé de rhombe. Le rhombe, en fait, c'est l'ancienne appellation du losange, qui est une figure géométrique connue, alors que le suffixe scopie vient du grec scopion, qui veut dire un élément d'observation. Donc, j'utilise le losange comme un instrument d'observation de la vie. De la vie, mais aussi de l'après-vie. Donc, si vous voulez, c'est une intuition qui m'est arrivée au mois de mai de l'année 2020. C'est allé assez vite. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais faire du sport au Parcours Vita à Douala. Je trouve là des moniteurs de sport à l'escalier qui me font faire un certain nombre d'exercices. Et puis, l'un des moniteurs dit à l'autre, mais il ne faut pas lui faire ces exercices-là, vous savez, par rapport à son âge, le cœur. Qu'est-ce que ça fait comme déclic en moi? Et mon Dieu, mon cœur est donc arrivé à un niveau où il y a des choses que je ne peux plus faire, qu'on ne doit plus me faire faire. Ça veut dire, je m'aperçois que au cours de la vie se charge elle-même de vous sortir de certaines situations, de vous exclure de certaines situations. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit vous ne pouvez plus faire. Mais c'est votre corps qui vous dit, à l'âge où vous êtes là, il y a telle chose que vous ne pouvez plus faire. La petite histoire, c'est que je suis rentré directement à la maison, pas parce que j'étais fâché, pas parce que j'étais fatigué, mais parce que ça venait de me donner l'idée de comment je peux problématiser ma vie, ma propre vie. Et à travers ma vie, la vie des autres, la vie de façon générale. Voilà l'histoire de ce livre. Où j'ai donc, si vous voulez, j'ai donc formalisé la vie autour d'un losange. Et là, je peux vous dire, ma culture géographique a beaucoup aidé parce que, en fait, j'ai utilisé le losange ici comme étant la sphère terrestre, comme l'astre terrestre, que j'ai divisé au milieu, hein, au point de jonction des côtés du losange. Je l'ai divisé au milieu comme étant un équateur, et puis j'ai défini les tropiques dans ce losange et les pôles. Donc, en fait, j'ai considéré le losange comme étant l'astre terrestre, avec son équateur, avec ses tropiques, avec les pôles. Et j'ai imaginé une ligne de vie pour quelqu'un qui doit vivre 70 ans.
et qui a donc son équateur de vie à 35 ans. Et lorsque vous coupez l'âge de celui qui a une espérance de vie de 70 ans en deux, vous tombez sur deux hémisphères, que j'appelle les hémisphères rhombiques. Hémisphère rhombique sud, qui va de la conception à 35 ans en passant par la naissance, et puis l'hémisphère rhombique nord, qui part de 35 ans jusqu'à l'âge supposé de la mort, qui est de 70 ans. Mais, tel que vous allez le voir, j'ai appelé ça le losange générique qui définit en fait la vie d'un être humain. Mais il y a deux particularités dans ce losange générique. C'est que pour moi, la vie ne commence pas à l'accouchement. La vie de l'être humain commence à la conception. Mais lorsque vous allez même dans certaines civilisations, je l'ai cité là comme en Mozambique, eh bien, vous avez des conceptions qui tiennent compte de la vie avant même que la femme ne conçoive. Le simple fait de penser, le simple fait pour une maman de penser au futur probable bébé qu'elle aurait, consiste déjà le début de vie de ce futur être vivant probable. Et je dis en même temps, en allant donc au-delà de 70 ans, qui est l'âge supposé de la mort, que la vie se prolonge au-delà du matériel. Le matériel qui est donc la mort physique du corps, de la chair, de l'os et tout ça, des os. Donc, voilà comment je situe. Et dans cet intervalle-là, il y a donc un certain nombre de choses qui se passent dans la vie d'un être humain. Il y a une certaine organisation de la vie par elle-même, la vie en société, ainsi de suite, qui permet donc, lorsque vous divisez votre vie en deux hémisphères, vous pouvez faire des projections. Vous pouvez faire non seulement des projections, mais aussi des rétrospections. Donc, moi j'atteins bientôt 50 ans, il faut que je me projette. À supposer que Dieu me donne la chance d'avoir cette espérance de vie de 70 ans, il faut que je me dise, mais maintenant que je vais atteindre 50 ans, à 60 ans, qu'est-ce que je serai? À 70 ans, qu'est-ce que je serai? Comme je peux faire maintenant de la rétrospection. J'ai 50 ans, mais à 40 ans, qu'est-ce que j'ai fait? À 30 ans, à 25 ans, à 20 ans. Ça permet d'avoir donc une ligne de vie qui peut s'apprécier. Vous dites, oui, je suis un peu dans le bon sens, ou bien je dois encore améliorer par-ci, par-là. Donc, en fait, ce livre, il faut le considérer comme étant un tableau de bord. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le livre de ceux qui veulent maîtriser et dominer leur vie. C'est glaçant de voir les gens, c'est-à-dire la société moderne avec toutes ses contraintes et tout, ça nous fait vivre sans qu'on s'arrête. Il faut à un moment s'arrêter. J'ai tel âge maintenant. D'ici 5 ans, qu'est-ce que je devrais être? Qu'est-ce que je devrais pouvoir faire? D'ici 10 ans, vous vous fixez des échéances comme ça. Et il faut considérer maintenant chacune de vos activités, chacune des choses qui vous arrivent dans la vie, comme étant des sous-losanges qui s'intègrent dans votre losange générique, qui est en fait votre ligne de vie. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai... Vous avez d'ailleurs utilisé au niveau de la naissance le vagin de la femme. Oui. Le vagin de la femme, je l'ai appelé le rhombe initiatique. Eurovital. Hein? Le rhombe initiatique eurovital. Pourquoi? Parce que tout commence par là, en tout cas en ce qui concerne les accouchements naturels. Un homme va avec une femme, ça passe par le vagin. En fait, je me suis rendu compte que en faisant un peu attention, le losange, c'est une figure géométrique un peu mystique. On n'a pas souvent regardé les choses comme ça. Regardez le vagin de la femme. C'est un rhombe, c'est un losange. Et tout commence par là. En tout cas, en procréation naturelle, ça commence par là. Et l'enfant naît par le vagin. Naît par le vagin de la femme. C'est comme ça que si vous allez dans certaines traditions négro-africaines, on ne dit pas les enfants d'une même mère, on dit les enfants de même fesse.
C'est un peu grossier, mais c'est comme ça que ça se dit. C'est la traduction littérale. Voilà. Justement, cet ouvrage permet je l'ai dit, oui, qui permet de gérer sa vie, de mieux se projeter, oui, mieux en faisant soit une rétrospection, oui, soit une projection. Alors, comment exploiter la rhomboscopie existentielle pour bien mener sa vie, alors pour la mener harmonieusement, en notant davantage que, autant vous avez noté que la vie commence avant la naissance, oui, physique naturelle, autant la vie continue également post-mortem, oui, c'est-à-dire après la mort physique et tout. Donc, dans tout ce cheminement-là, comment exploiter la rhomboscopie existentielle? Eh bien, alors, j'entrevois là deux aspects, ou bien deux étapes. La première étape, c'est l'étape que nous vivons, là, maintenant. C'est nous qui sommes les acteurs qui construisons notre vie. Tout ce que nous faisons, les missions que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait avant de venir ici, ce que nous allons faire après, rentre dans le construit de ce que j'appelle le losange générique. Maintenant, les différentes activités que nous entreprenons sont les losanges qui s'imbriquent dans le losange générique qui est notre vie, parce que ça fait partie de notre vie. Et ça fait d'autant plus partie de notre vie que c'est nous-mêmes qui construisons cette vie-là. Sauf que maintenant, dans cette construction de notre vie, nous sommes obligés de tenir compte de l'environnement. Et quand je dis environnement, ce n'est pas simplement l'environnement géographique. C'est l'ensemble des acteurs qui interagissent dans le même environnement que nous. Soit en allant dans le même sens, soit en allant dans le sens opposé, soit même en nous étant hostiles. Il faut en tenir compte parce qu'il y a une figure là-dedans, soit même en nous étant hostiles. Et là, rentre en jeu ce que j'appelle le rapport de force. Parce que si ce rapport de force nous est défavorable, il y a des chances que nos activités soient totalement éclipsées par la volonté de ceux qui rament à contre-courant par rapport à nous. Mais aussi, il y a des situations de, comment j'appelle, des adjuvants. C'est-à-dire des choses ou des acteurs ou des situations qui concourent à nous aider à réaliser nos activités, à réaliser nos ambitions. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la vie d'après notre vie, eh bien, nous la construisons pendant que nous sommes vivants. Nous construisons notre mémoire pendant que nous sommes vivants. Soit de façon matérielle, vous êtes là, vous construisez une maison. Elle va continuer à vivre après vous. On va continuer à avoir votre maison après vous. Vous vous mariez. Lorsqu'on fait vos funérailles, souvent, qu'est-ce qu'on dit? Il a laissé une veuve, vous faites des enfants, il a laissé des enfants. Voilà les gens qui vont continuer au plan purement matériel à prolonger votre vie. Voilà pourquoi moi je suis contre la tendance qui consiste à penser que la mort de la chair est la fin de la vie. La mort de la chair ne saurait être la fin de la vie. Pourquoi? Parce que de notre vivant, nous entreprenons un certain nombre de choses qui font que notre vie va se prolonger au-delà de la vie physique qui, elle, prend fin à notre mort. Quand j'ai parlé des enfants, il y a la transmission de la mémoire. Il y a la transmission de la mémoire. Les Platon, les Socrate, les Voltaire, les Vigny, tous ces auteurs qui ont disparu de notre vie parce que morts physiquement. Est-ce que pour autant, ils ne continuent pas de vivre parmi nous? Ils sont très présents d'ailleurs. Ils sont très présents à travers leurs œuvres, à travers leurs ouvrages, à travers leurs peintures, à travers leur musique, à travers... Il y a le célèbre Manu Dibango qui nous a quittés l'année passée. Oui. Mais est-il pour autant mort? Au-delà de l'aspect physique. Mais lorsque dans un bal qui se tient ce soir, on met le disque Afrique sans fric de Manu Dibango, qu'est-ce qu'on va dire? Est-il toujours mort ou pas? Il n'est pas mort. Je crois qu'il vit.
Lorsque vous faites une thèse de philosophie ou même un article, vous citez Platon, vous citez Socrate, vous citez tous ces grands penseurs, sont-ils morts? Tous ces châteaux, tous ces bâtiments qui survivent à leur constructeur. Mais c'est un prolongement de vie. C'est un prolongement de vie qui s'est construit quand? Qui s'est construit pendant la période de vie de la matérialité. Du coup, il faut une éthique de vie. Du coup, il faut donc une éthique de vie qui consiste pas seulement à vivre l'instant présent, mais à préparer la vie d'après la vie. Lorsque vous prenez les anciens paléo-négro-pharaons, voilà des gens qui vivaient pour mourir. Ils vivaient pour préparer la mort. Parce que la grandeur du pharaon était proportionnelle à la magnificence de sa pyramide. Donc, voilà quelqu'un qui vit toute sa vie pour préparer la magnificence de son image du moment où il ne serait plus en vie. On se comprend là. Et là, maintenant, vous rentrez dans la mystique de la civilisation négro-africaine où on dit que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Lorsqu'on fait les funérailles, si je prends le cas de la plupart des peuples des Grassfields, la cérémonie des crânes, c'est quoi? Pourquoi on va récupérer le crâne physiquement de celui qui est mort pour le réintroduire dans la famille? C'est pour que la personne ne soit jamais morte. Même si physiquement elle est partie, mais les peuples Grassfield reprennent la personne dans sa matérialité à travers le crâne. Bon, chez les peuples bantous du Sud, Cameroun, les Bétis par exemple, on fait la même chose, mais c'est beaucoup plus symbolique que ça. Mais lorsque vous allez dans certains peuples à Madagascar, là c'est encore plus parlant parce que c'est carrément le retournement des morts. C'est-à-dire qu'on déterre encore la personne morte, on la rhabille avec des nouveaux habits avant de la remettre dans le linceul. C'est une façon de réintroduire la personne dans la famille. À ce moment-là, question, meurt-on vraiment? Deuxième question, meurt-on définitivement? J'ai dit non. Est-ce que la vie n'est pas en fait, la vie que nous voyons, la vie matérielle, la vie physique, n'est-elle pas simplement une occasion de préparer la vie d'après la vie? Voilà les questions que je pose dans le livre de la rhomboscopie existentielle. Je voudrais revenir sur un aspect, parlant de la mort. Là. Il y a un aspect, vous évoquez la mort comme étant une sorte, la mort physique, la mort naturelle, comme étant une sorte d'espace ou bien de moment de libération. De libération de l'esprit. La vie, en fait, la mort, comme vous le dites, n'est en fait que l'occasion de la libération de l'esprit. Donc pour moi, il y a tellement de formes de vie d'après la vie qu'on ne devrait pas s'arrêter simplement parce que oui, tel est mort, on l'a enterré. C'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. La preuve, les gens sont morts, mais pourquoi est-ce que nous les voyons dans les rêves? Pourquoi ils viennent nous conseiller? Pourquoi ils viennent nous indiquer des remèdes? Ils sont donc comment? Ils sont morts ou ils ne sont pas morts? Nous-mêmes, sommes-nous sûrs d'être vivants ou pas? Parce que dès l'instant qu'on peut communiquer avec ceux qui sont morts physiquement, on doit se poser la question sur nous-mêmes. Finalement, c'est quoi la vie? Vous voyez? Le géographe arrive à des petites questions de folie. Finalement, c'est quoi la vie? Finalement, c'est quoi la mort? Est-ce qu'il ne s'agit pas de deux faces d'une même pièce? On tourne comme ça, on est à la vie, après comme ça. Après, il y a l'ouvrage de Raymond Moody, que je cite dedans, et qui parle de la vie, de la vie après la vie, c'est quand même un médecin qui a expérimenté des situations avec des témoignages des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie et qui ont raconté. Je pense que c'est plus d'une centaine de cas qu'il cite dans son livre. Tout le monde ne va pas dans le même sens, mais tout le monde dit avoir vu les mêmes choses. Tout le monde dit avoir vu la même chose. Tous ceux qu'il a interrogés sont arrivés à une barrière avant de rentrer à la vie. Mais tous qui ne se sont pas arrêtés à la barrière, ils sont partis pour toujours. Mais alors, question.
C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Doit-on avoir peur de l'une pendant qu'on supporte l'autre? Doit-on s'accrocher à l'une pendant qu'on redoute l'autre? Qu'est-ce qu'on sait de l'une et de l'autre? C'est autant de questions que ce livre de la rhomboscopie-là pose. Au-delà du fait que c'est un livre qui agit, je l'ai dit, comme un tableau de bord. On ne peut pas... c'est un très bel instrument pour celui qui veut maîtriser sa vie, qui veut savoir, un, d'où est-ce qu'il vient. Deux, où est-ce qu'il va. Trois, comment se préparer pour l'après-existence terrestre. En tout cas, l'existence physique. Parce que de toute façon, tout ce que nous disons là est terrestre, même quand il s'agit de la spiritualité. Donc voilà, en fait, ce livre qui peut avoir les limites parce que c'est un géographe qui s'essaye, qui se pose des questions, tout simplement. Oui, il se pose des questions. Mais c'est un rapport avec ce que j'ai dit à la géographie transcendante. Moi, je refuse qu'on me refuse de penser. D'accord. Très bien. Ouvrage de 130 pages, disponible aux éditions L'Harmattan Cameroun et dans tous les lieux de vente publique. Digeste à la lecture, de manière synthétique, la vie est un losange. Appréhendons-la ainsi. Il y a une phase de la naissance à l'apogée, 35 ans, et de l'apogée vers la fin de la vie physique. Et au-delà de cette vie physique, il y a une vie après la vie. Et nous devons travailler pour que la vie après la vie soit meilleure que celle que nous vivons. Vous avez mentionné l'existence de certaines personnes dont l'existence physique n'était pas très valorisable, mais après leur décès, elles étaient davantage valorisées, plus présentes et tout. Merci professeur pour cet honneur et à très bientôt sur Africa TV. D'accord, c'est moi qui vous remercie et à la prochaine.